En l'an 1215 de notre ère, les flammes qui consumaient Zhongdu, capitale de la dynastie Jin, aujourd'hui Pékin, brûlèrent pendant plus d'un mois. Les chroniqueurs de l'époque rapportent que la graisse humaine coulait dans les rues, comme de l'eau après la pluie. Un voyageur qui traversa la ville plusieurs semaines après sa chute, peut-être le moine taoïste Qiu Chuji selon certaines sources, décrivit des ossements blanchis entassés sur des kilomètres. Une ville qui comptait parmi les plus peuplées du monde connu venait d'être réduite à des cendres et à du silence. Derrière cette destruction se trouvait un homme né dans une yourte, sans ville, sans armée, sans titre. Un homme dont le nom de naissance était Temujin et dont l'enfance fut marquée par la captivité, la trahison et la faim. Il mourut en 1227 en tant que souverain d'un empire qui s'étendait, selon les estimations des historiens modernes, sur environ 24 millions de kilomètres carrés, la plus grande masse territoriale contiguë jamais gouvernée par un seul homme dans l'histoire de l'humanité. Son histoire commence bien avant les grandes batailles. Elle commence dans la steppe. Au XIIe siècle de notre ère, la Mongolie n'existait pas en tant qu'entité politique. Ce qui occupait ce vaste plateau situé entre la Chine au sud et la Sibérie au nord était un ensemble fragmenté de tribus nomades, les Mongols, les Tatars, les Kéraïtes, les Merkites, les Naïmans. Ces peuples partageaient une langue et un mode de vie fondé sur l'élevage, le déplacement saisonnier et une guerre endémique entre clans. Ils ne construisaient pas de villes, ils ne laissaient pas d'archives écrites, ils se mariaient, se trahissaient, se volaient leurs chevaux et leurs femmes, et mouraient jeunes. La source principale sur la vie de Temujin est un texte mongol intitulé « Histoire secrète des Mongols », rédigé probablement dans les années 1240, peu après sa mort. Les historiens modernes considèrent ce document comme précieux, mais partial. C'est une œuvre qui glorifie le fondateur de la dynastie et qui mêle des éléments historiques à des récits légendaires. Il faut donc l'aborder avec prudence, en croisant ces informations avec les sources chinoises, persanes et arabes de l'époque. Selon l'histoire secrète, Temujin naquit vers 1162. La date exacte est débattue, certains historiens proposant une fourchette allant de 1155 à 1167. Son père, Yesugei, était un chef de clan mineur de la tribu des Borjigin. La tradition rapporte qu'il tenait dans sa main droite, à sa naissance, un caillot de sang de la taille d'une knucklebone, un osselet, signe que les chamans interprétèrent comme un présage de grandeur. On ne peut pas vérifier ce détail, et il appartient au registre du mythe fondateur. Ce qu'on peut affirmer, c'est que son père mourut empoisonné par des Tatars alors que Temujin n'avait pas encore 10 ans. Cette mort fut une catastrophe. Sans chef adulte, le clan abandonna la veuve et ses enfants dans la steppe. La famille de Temujin, sa mère Hoelun, ses frères et lui, survécut pendant plusieurs années en mangeant des baies sauvages, des racines et des petits animaux. C'est dans ces conditions d'extrême précarité que se forma le caractère de celui qui allait devenir Gengis Khan. Les historiens qui ont étudié cette période insistent sur un point. Sa montée au pouvoir ne fut pas le produit d'une noblesse héréditaire, mais d'une capacité à construire des alliances, là où d'autres ne voyaient que des ennemis. La première alliance décisive de sa vie fut celle qu'il noua avec Togrul, Khan des Kéraïtes, une tribu plus puissante dont le chef avait entretenu des liens d'amitié avec son père défunt. Temujin se présenta à lui avec un cadeau, une pelisse de zibeline, et invoqua ce lien ancien. Togrul accepta de le prendre sous sa protection. Ce n'était pas de la générosité désintéressée. Dans la politique des steppes, les hommes capables et ambitieux étaient une ressource précieuse. La deuxième alliance fut celle qu'il scella avec Jamukha, un compagnon d'enfance avec lequel il avait échangé le serment d'Anda, frère de sang. Pendant un temps, les deux hommes combattirent ensemble, mais leurs visions divergèrent.
Jamukha représentait l'ordre tribal traditionnel, fondé sur la noblesse de naissance. Temujin, lui, recrutait ses lieutenants selon leurs compétences et leur loyauté personnelle, non selon leur lignage. Cette différence fondamentale mena à leur rupture et finalement à leur confrontation armée. Entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe, Temujin mena une série de campagnes militaires contre les différentes tribus de la steppe. Les Tatars, qui avaient empoisonné son père, furent vaincus et, selon les sources mongoles et chinoises, une partie d'entre eux fut massacrée. Les Merkites, qui avaient autrefois enlevé sa femme Burt, furent défaits à plusieurs reprises. Les Naimen, qui possédaient une tradition d'écriture et une organisation plus sophistiquée, furent écrasés lors d'une campagne vers 1204. Jamukha fut capturé. Selon l'histoire secrète, Temujin lui offrit la grâce, mais Jamukha demanda une mort noble, sans effusion de sang, conformément à la coutume mongole pour les personnes de rang élevé. Il fut exécuté. La date précise et les circonstances exactes restent débattues par les historiens, mais la mort de Jamukha marqua symboliquement la fin de la résistance interne à l'unification mongole. En 1206, sur les rives de la rivière Onon, un grand Kurultai, assemblée des chefs de tribu, fut convoqué. C'est lors de cette assemblée que Temujin reçut le titre de Gengis Khan. La signification exacte de ce titre est débattue entre linguistes et historiens. Les interprétations les plus répandues le traduisent par « souverain universel » ou « souverain océanique », une métaphore de vastitude et de puissance sans limite. D'autres chercheurs proposent des étymologies différentes, liées à des termes turco-mongols désignant la fermeté ou la force. Ce qui est documenté, c'est ce que cet événement représenta politiquement. Pour la première fois dans l'histoire connue, les tribus nomades de la steppe mongole étaient unifiées sous une autorité unique. Cette unification ne fut pas seulement militaire. Gengis Khan introduisit une série de réformes administratives dont les sources chinoises et persanes de l'époque témoignent. Il adopta l'alphabet ouïghour pour transcrire la langue mongole, permettant ainsi la création d'une administration écrite. Il promulgua un code de loi connu sous le nom de Yasa, dont le contenu exact ne nous est pas parvenu directement, mais dont des fragments sont cités dans des sources ultérieures comme l'historien persan Juvayni, qui écrivit au XIIIe siècle. Ce code réglementait des questions allant de la conduite militaire aux relations commerciales, en passant par des interdits religieux et des règles de propriété. Il réorganisa son armée selon un système décimal, unités de 10, de 100, de 1000 et de 10 000 hommes, le tumen. Cette structure, qui existait partiellement dans d'autres armées de steppe, fut systématisée et appliquée à l'ensemble de la force mongole. Les commandants étaient nommés en fonction de leur loyauté et de leur capacité militaire démontrée, non de leur appartenance tribale. C'était une révolution dans l'organisation militaire des peuples des steppes. Il créa également une garde personnelle d'élite, la Keshig, qui comptait initialement 1000 hommes et fut portée à 10 000. Cette garde servait à la fois de force de protection, de réservoir de commandants pour les futures campagnes et d'instrument de contrôle politique sur les chefs tribaux, dont les fils étaient souvent intégrés dans ses rangs. Une forme élégante de prise d'otage. Liahan, la première grande campagne extérieure de Gengis Khan après 1206, fut dirigée contre les Xixia, un royaume fondé par le peuple Tangut dans le nord-ouest de la Chine actuelle. Les Xixia furent attaqués à plusieurs reprises entre 1205 et 1210 et contraints à la vassalité. Cette campagne permit aux Mongols d'acquérir une expérience précieuse dans la prise de villes fortifiées, un type de guerre radicalement différent de la guerre de steppe. En 1211, Gengis Khan franchit la Grande Muraille et lança l'invasion de la dynastie Jin, qui contrôlait le nord de la Chine avec une population estimée par les historiens modernes à plusieurs dizaines de millions d'habitants. Les Jin disposaient d'une armée nombreuse, de fortifications élaborées et d'une tradition militaire millénaire. Sur le papier, l'affrontement semblait inégal.
Il l'était, mais pas dans le sens que les djinns espéraient. Les armées mongoles n'étaient pas des hordes désorganisées. C'est l'un des malentendus les plus persistants de l'historiographie populaire, et les recherches des dernières décennies l'ont largement corrigé. Les historiens Timothy May et David Morgan, parmi d'autres, ont documenté la sophistication tactique mongole, usage massif de la cavalerie légère pour des manœuvres d'encerclement, feinte de retraite calculée pour attirer l'ennemi hors de ses positions défensives, coordination entre unités séparées par de grandes distances grâce à un système de signaux et de messagers. Les Mongols avaient également intégré dans leur rang des ingénieurs et des spécialistes des machines de siège, d'abord des Chinois, puis des Persans et des ingénieurs d'autres civilisations conquises. La campagne contre les djinns dura des années. En 1215, Zhongdu tomba. La ville ne fut pas prise d'assaut direct. Les Mongols l'avaient isolée, affamée, et lorsque ses défenses s'effondrèrent de l'intérieur, le résultat fut la destruction décrite par les témoins de l'époque. Gengis Khan lui-même n'était pas présent lors de la prise finale de la ville. Il était retourné en Mongolie, laissant le commandement à ses généraux, notamment Mukhali, à qui il avait confié le commandement des opérations en Chine du Nord avec le titre de prince. Pendant que la guerre contre les djinns se poursuivait, un événement à l'ouest allait rediriger l'attention de Gengis Khan vers des territoires qu'il n'avait peut-être pas initialement envisagé de conquérir. L'empire khwarezm, qui s'étendait sur ce qui est aujourd'hui l'Iran, l'Ouzbékistan, le Turkménistan et l'Afghanistan, était l'une des puissances islamiques les plus importantes de l'époque. Son souverain, Ala ad-Din Muhammad II, régnait sur des villes comme Samarcande, Boukhara et Urgench, des centres de commerce et de culture parmi les plus prospères du monde islamique médiéval. En 1218, Gengis Khan envoya une caravane commerciale vers le Khwarezm, accompagnée d'ambassadeurs. Le gouverneur de la ville frontière d'Otrar, Inalchuk, dont le titre était Qadir Khan, fit massacrer les membres de la caravane et s'empara de leurs marchandises, accusant les marchands d'être des espions. Les sources varient sur le nombre exact de victimes, mais les chroniqueurs persans contemporains, comme Juveni, mentionnent plusieurs centaines de personnes. Muhammad II non seulement refusa de punir Inalchuk, mais fit également exécuter les ambassadeurs officiels que Gengis Khan envoya pour exiger réparation, violant ainsi une règle que les peuples des steppes considéraient comme fondamentale et sacrée. La réponse fut une invasion à une échelle que le monde islamique n'avait pas vue depuis des siècles. Entre 1219 et 1221, les armées mongoles, dont les effectifs sont estimés par les historiens modernes entre 100 000 et 150 000 cavaliers, les chiffres des sources médiévales, souvent fantaisistes, doivent être traités avec prudence, déferlèrent sur l'empire khwarezm, selon plusieurs axes simultanés. Boukhara tomba au début de 1220. Gengis Khan entra dans la grande mosquée de la ville. Selon le récit de Juveni, il monta sur la chaire et déclara être le fléau de Dieu, envoyé pour punir les péchés des hommes. Les historiens débattent de l'authenticité exacte de ces paroles. Juveni écrivit plusieurs décennies après les événements et avait ses propres raisons politiques de présenter les choses d'une certaine façon. Mais le fait de la destruction de Boukhara est bien documenté par plusieurs sources indépendantes. Samarcande, l'une des villes les plus riches d'Asie centrale, capitula peu après. Sa population fut en partie épargnée, en partie réduite en esclavage. Les artisans qualifiés, potiers, forgerons, tisserands, ingénieurs, furent systématiquement préservés et déportés en Mongolie. Cette politique n'était pas aléatoire. Gengis Khan avait compris la valeur économique et militaire du savoir-faire humain. Muhammad II s'enfuit. Il mourut sur une île de la mer Caspienne en 1220, selon les sources persanes, abandonné de presque tous. Son fils Jalal ad-Din résista avec plus de ténacité et infligea même une défaite partielle aux forces mongoles à la bataille de Parwan en 1221, l'un des rares revers tactiques documentés des armées de Gengis Khan
durant cette période. Mais Jalal ad-Din fut finalement défait à la bataille de l'Indus la même année et dut s'exfiltrer vers l'Inde. La destruction causée par la campagne du Khwarezm reste l'un des sujets les plus débattus de l'historiographie médiévale. Les sources persanes contemporaines et postérieures donnent des chiffres de victimes qui défient toute vérification. Certains chroniqueurs parlent de millions de morts dans des villes comme Merv ou Nishapur. Les historiens modernes, dont David Morgan dans son étude The Mongols, soulignent que ces chiffres sont presque certainement exagérés par des auteurs qui écrivaient dans un état de traumatisme collectif ou qui cherchaient à amplifier la catastrophe pour des raisons rhétoriques. Ce qui est certain, c'est que plusieurs grandes villes furent effectivement rasées, que des systèmes d'irrigation complexes, les khanates, furent détruits dans certaines régions et que la démographie de l'Asie centrale fut profondément affectée. L'ampleur précise reste un débat académique ouvert. Pendant cette campagne, 2 généraux de Genghis Khan, Jebe et Subutai, reçurent l'autorisation de poursuivre Muhammad II et d'explorer les territoires à l'ouest. Leur raid, mené entre 1221 et 1223, les conduisit à travers la Perse, le Caucase et jusqu'aux steppes du Pont Euxin. Ils défont une coalition de Coumans et de princes russes à la bataille de la rivière Khalkha en 1223, la première rencontre documentée entre des forces mongoles et des forces russes. Puis ils retournèrent en Mongolie. Ce raid de reconnaissance allait avoir des conséquences immenses pour l'Europe orientale, mais cela se produirait après la mort de Gengis Khan. En 1226, Gengis Khan lança une nouvelle campagne contre les Xixia, le royaume Tangut qui avait refusé de fournir des troupes pour la campagne du Khwarezm, une désobéissance que Gengis Khan n'avait pas oubliée. Les Xixia furent à nouveau envahis. C'est au cours de cette campagne, en août 1227, que Gengis Khan mourut. La cause exacte de sa mort est inconnue et a été l'objet de nombreuses spéculations. Les sources mongoles mentionnent une chute de cheval survenue lors d'une chasse au cours de l'hiver 1226 à 1227, qui aurait provoqué des blessures internes. D'autres sources, notamment chinoises, évoquent une maladie. Certains textes tardifs et peu fiables parlent d'une blessure infligée par une princesse Tangut, mais les historiens modernes considèrent généralement ce récit comme apocryphe. Il mourut avant d'avoir vu la capitulation finale des Xixia, qui survint peu après sa mort. Selon les sources mongoles, il avait ordonné que sa mort soit tenue secrète jusqu'à la reddition complète du royaume Tangut. Il avait entre 60 et 72 ans. L'incertitude sur sa date de naissance rend impossible une précision plus grande. Ce qui se passa ensuite constitue l'un des épisodes les plus extraordinaires de l'histoire funéraire de l'humanité. Gengis Khan avait, selon plusieurs sources concordantes, exprimé le souhait d'être enterré sans marque visible, sans monument, sans inscription. Les raisons exactes de ce choix sont inconnues. Les historiens ont proposé plusieurs interprétations. Une croyance chamanique selon laquelle perturber la sépulture d'un grand homme libérerait des forces maléfiques, un désir de protéger le site de profanation par des ennemis, ou simplement une conception nomade du monde dans laquelle les monuments permanents n'avaient pas de sens. Ce que les sources s'accordent à rapporter, notamment le chroniqueur persan Rashid ad-Din, qui écrivit au début du XIVe siècle en s'appuyant sur des sources mongoles directes, c'est que le convoi funèbre qui transporta le corps vers son lieu de sépulture tua tous ceux qu'il croisa sur son chemin pour préserver le secret. Une fois l'enterrement accompli, des chevaux auraient été faits galoper sur le site pour effacer toute trace. Certaines versions ajoutent qu'un fleuve fut détourné pour recouvrir la tombe, mais ce détail, présent dans plusieurs traditions, n'a pas été confirmé archéologiquement. 8 siècles plus tard, la tombe de Gengis Khan n'a toujours pas été trouvée. La disparition délibérée du corps de Gengis Khan dans les entrailles de la steppe mongole est, en soi, un acte politique.
Un empire fondé sur la terreur et la loyauté personnelle envers un homme ne pouvait pas se permettre de transformer sa tombe en centre de pèlerinage rival du pouvoir de ses successeurs. Mais l'empire, lui, ne disparut pas avec son fondateur. Il se transforma, et cette transformation fut, à bien des égards, aussi remarquable que la conquête elle-même. Avant de mourir, Gengis Khan avait réglé la question de la succession selon les coutumes mongoles, qui ne suivaient pas automatiquement le principe d'aînesse. Son fils aîné Joshi était mort quelques mois avant lui, en 1227, dans des circonstances qui restent obscures, et dans un contexte de doute persistant sur sa paternité, car sa mère Beurte avait été capturée par les Merkites peu avant sa naissance. Gengis Khan avait désigné son troisième fils, Ögedei, comme successeur principal, tout en distribuant des territoires à ses autres fils. Chagatai reçut l'Asie centrale et les fils de Jochi, notamment Batu, héritèrent des steppes occidentales. Cette division ne créa pas immédiatement un éclatement. Sous Ögedei, élu grand Khan lors d'un Kurultai tenu en 1229, l'Empire continua son expansion avec une cohérence remarquable. Les campagnes se poursuivirent simultanément sur plusieurs fronts. En Chine du Nord contre les Jin, en Perse et en Géorgie, et vers l'ouest. La conquête définitive de la dynastie Jin fut achevée en 1234, 7 ans après la mort de Gengis Khan. L'empereur Jin Aizong mourut lors du siège de Kaiju. Selon les sources chinoises, il se suicida pour ne pas être capturé. La chute des Jin ouvrit la voie à une confrontation directe avec la dynastie Song, qui contrôlait le sud de la Chine. Cette confrontation allait durer des décennies et ne s'achèverait qu'en 1279 sous le petit-fils de Gengis Khan, Kubilai Khan, mais c'est une autre histoire. À l'ouest, la campagne la plus spectaculaire de la période post-Gengis Khan fut celle menée par Batu Khan et le général Subutai, le même qui avait participé au raid de 1221 à 1223, entre 1236 et 1242. Cette campagne, que les historiens russes et européens ont longtemps appelée l'invasion mongole de l'Europe, commença par l'écrasement des peuples des steppes pontiques, les Koumans, les Bulgares de la Volga, les Alains. Puis, elle s'enfonça vers l'ouest. En décembre 1237, les forces mongoles traversèrent la rivière gelée Oka et entrèrent dans la principauté de Ryazan. La ville fut rasée. Les chroniques russes de l'époque décrivent la destruction avec une précision qui témoigne du traumatisme collectif. Il n'y avait plus personne pour pleurer les morts, car tous étaient morts. Vladimir, Souzdal, Tver, Moscou, alors une ville mineure, tombèrent les unes après les autres au cours de l'hiver 1237 à 1238. Novgorod fut épargné, selon l'interprétation la plus répandue, par la fonte des neiges qui rendit les marécages environnants impraticables pour la cavalerie mongole. En 1241, les Mongols entrèrent en Pologne et en Hongrie selon deux axes coordonnés. À la bataille de Lenica, le 9 avril 1241, une armée polonaise et allemande commandée par le duc Henri II de Silésie fut défaite. Henri II mourut dans la bataille. Le même jour ou le lendemain, les sources divergent légèrement sur la chronologie exacte. Une armée hongroise fut écrasée à la bataille de Mohy, sur la rivière Sajo. Le roi Béla IV de Hongrie s'enfuit jusqu'en Dalmatie. L'Europe occidentale était à portée. Des éclaireurs mongols atteignirent l'Adriatique. Et puis, au printemps 1242, les armées mongoles se retirèrent vers l'est. Pourquoi ce retrait? C'est l'une des questions les plus débattues de l'histoire médiévale. La version longtemps dominante attribuait le retrait à la mort du grand Khan Ögedei, survenu en décembre 1241. Batu et Subutai auraient dû rentrer pour participer à l'élection du successeur. Cette explication reste plausible et est soutenue par plusieurs historiens. Mais des recherches plus récentes
notamment celle de l'historien Nicolas Di Cosmo et d'une équipe internationale, publiée dans la revue Scientific Reports en 2016, ont proposé un facteur complémentaire. Les données paléoclimatiques, extraites de cernes d'arbres et de sédiments, suggèrent que l'hiver 1241 à 1242 fut inhabituellement humide en Europe centrale, transformant les plaines hongroises, idéales pour la cavalerie mongole en conditions normales, en marécages impraticables. Cette hypothèse ne remplace pas l'explication politique, mais elle lui ajoute une dimension environnementale que les historiens prennent désormais au sérieux. Ce qui est certain, c'est que l'Europe occidentale ne fut jamais envahie, et que les raisons précises de ce non-événement restent un débat académique vivant. L'empire que Gengis Khan avait fondé atteignit son extension maximale sous ses successeurs immédiats, couvrant à son apogée, vers le milieu du XIIIe siècle, des territoires allant de la péninsule coréenne à l'est jusqu'aux frontières de la Pologne à l'ouest et de la Sibérie au nord jusqu'au golfe Persique au sud. Les historiens estiment sa superficie à environ 24 millions de kilomètres carrés, soit approximativement le double de l'Empire romain à son apogée, ou environ 4 fois la superficie de l'Union européenne actuelle. Mais la cohésion de cet empire était structurellement fragile. Le système de succession mongole, qui exigeait un consensus entre les princes de la famille impériale, générait des conflits à chaque mort d'un grand khan. Après Ögedei, la régence fut assurée par sa veuve Töregen pendant 5 ans avant l'élection de Güyük en 1246. Güyük mourut en 1248, après moins de 2 ans de règne. Mönke fut élu en 1250 et après une crise politique sévère. Mönke mourut en 1259 lors du siège de Diaoyucheng en Chine du Sud. Sa mort déclencha une guerre civile entre ses frères Kubilai et Arik Böke, qui marqua, selon la plupart des historiens, le début de la fragmentation définitive de l'Empire. L'héritage de Gengis Khan doit être lu à plusieurs niveaux, et aucun ne se laisse réduire à une formule simple. La destruction est documentée et massive. Les campagnes mongoles causèrent des pertes humaines considérables dans des régions entières. L'historien David Morgan note que certaines zones de l'Iran et de l'Irak ne retrouvèrent pas leur niveau de population d'avant l'invasion avant le XXe siècle. La ville de Merv, l'une des plus grandes du monde islamique médiéval, fut rasée en 1221 et ne se releva jamais vraiment. Bagdad fut saccagée en 1258 par Ulegu, petit-fils de Gengis Khan. La destruction de la bibliothèque et des institutions intellectuelles abbassides est documentée dans plusieurs sources arabes, bien que l'ampleur exacte des pertes soit débattue. Mais l'Empire mongol fut également, pendant sa période de cohésion relative, un vecteur de circulation sans précédent. La Pax Mongolica, terme utilisé par les historiens pour désigner la période de relative stabilité entre les années 1250 et 1350 environ, permit une circulation des marchands, des diplomates, des missionnaires et des idées à une échelle que l'Eurasie n'avait pas connue auparavant. Marco Polo voyagea jusqu'en Chine entre 1271 et 1295, précisément parce que les routes de l'Asie centrale étaient, sous administration mongole, relativement sûres pour les voyageurs munis des sauf-conduits appropriés. Les paisas, tablettes d'autorisation en métal, dont des exemplaires ont été retrouvés archéologiquement. Les techniques, les cultures et les épidémies circulèrent également. La peste noire, qui dévasta l'Europe à partir de 1347, se propagea selon les routes commerciales qui traversaient l'Empire mongol et ses États successeurs, bien que le lien causal exact entre l'expansion mongole et la diffusion de la pandémie reste un sujet de recherche actif. Il y a aussi la question de ce que Gengis Khan représente pour la Mongolie contemporaine. Depuis l'indépendance de 1990 et la fin du régime communiste soviétique, qui avait officiellement supprimé le culte de Gengis Khan comme symbole nationaliste dangereux,
sa figure a été réhabilitée avec une intensité remarquable. Son image figure sur les billets de banque mongols, sur la plus grande distillerie du pays, et une statue équestre de 40 mètres de hauteur, inaugurée en 2008 à environ 54 km à l'est d'Oulan-Bator, domine la steppe. C'est l'une des plus grandes statues équestres du monde. Cette réhabilitation pose des questions légitimes sur la mémoire historique et ses usages politiques. Questions que les historiens mongols et internationaux débattent activement. La steppe mongole garde ses secrets avec une patience que les hommes n'ont pas. Depuis 8 siècles, des dizaines d'expéditions ont cherché la tombe de Gengis Khan. Aucune ne l'a trouvée. Et cette absence, ce vide archéologique au cœur de l'histoire mondiale, est peut-être la dernière victoire du conquérant. Les recherches modernes ont utilisé des moyens que les chroniqueurs médiévaux n'auraient pas pu imaginer. Dans les années 2000 et 2010, plusieurs équipes scientifiques ont appliqué des technologies de télédétection satellitaire et de radars à pénétration de sol à des zones identifiées comme probables selon les sources historiques. Une collaboration entre l'Université de Californie San Diego et des chercheurs mongols, connus sous le nom de projet Valley of the Khans, et menée entre 2008 et 2012, utilisa des images satellites à haute résolution pour analyser des milliers de kilomètres carrés autour de la région de Khenti, dans le nord-est de la Mongolie, une zone que plusieurs sources historiques associent au lieu de naissance de Gengis Khan et potentiellement à sa sépulture. Le projet identifia des centaines d'anomalies du sol qui méritaient une investigation au sol. Aucune ne s'est révélée être la tombe. La difficulté n'est pas seulement technique, elle est aussi politique et culturelle. Le peuple mongol, dans sa majorité, ne souhaite pas que la tombe soit trouvée. Cette position n'est pas irrationnelle, elle repose sur une conception du rapport entre les vivants et les morts, entre la terre et ceux qui y reposent, qui est profondément ancrée dans la tradition mongole. Plusieurs chamans et leaders communautaires ont exprimé publiquement leur opposition aux fouilles. Le gouvernement mongol a, à plusieurs reprises, imposé des restrictions aux expéditions étrangères dans certaines zones considérées comme sacrées, notamment autour du mont Burkhan Khaldun, dans la région de Khenti. Burkhan Khaldun, dont le nom signifie approximativement « montagne du dieu » en mongol, est mentionné dans l'histoire secrète des Mongols comme un lieu d'une importance spirituelle exceptionnelle pour Gengis Khan lui-même. Selon ce texte, il s'y réfugia dans sa jeunesse pour échapper à une attaque des Merkites, et il attribua sa survie à la protection de la montagne. Il y retourna pour prier à plusieurs reprises au cours de sa vie. Plusieurs historiens, dont Urgunge Onon, qui a traduit et commenté l'histoire secrète, considèrent que cette montagne est le candidat le plus sérieux comme lieu de sépulture, ou du moins comme zone funéraire générale. En 2015, l'UNESCO inscrit le paysage sacré de Burkhan Khaldun sur la liste du patrimoine mondial. Cette inscription reconnaît à la fois la valeur culturelle du site et, implicitement, la légitimité des restrictions à son accès. La montagne est aujourd'hui protégée non seulement par la loi mongole, mais par un consensus international. Si la tombe de Gengis Khan se trouve là, et ce n'est pas certain, elle restera probablement non fouillée dans un avenir prévisible. Au-delà de la tombe, il y a une autre forme de présence de Gengis Khan dans le monde contemporain qui a fait l'objet d'une attention scientifique considérable. En 2003, une étude génétique publiée dans la revue The American Journal of Human Genetics par une équipe dirigée par Chris Tyler-Smith et Tatiana Zerjal identifia un haplotype du chromosome X-ian, c'est-à-dire un profil génétique transmis exclusivement par la lignée masculine, présent chez environ 8% des hommes dans une vaste région allant de la mer Caspienne à l'océan Pacifique, soit environ 16 millions d'hommes au moment de l'étude. La distribution géographique de cet haplotype coïncide remarquablement avec les territoires de l'Empire mongol. Les auteurs de l'étude proposèrent que cet haplotype pourrait descendre d'un ancêtre commun ayant vécu il y a environ 1000 ans dans cette région, une période et une localisation compatibles avec Gengis Khan et sa lignée masculine directe.
Cette hypothèse fut largement médiatisée sous le titre de l'ADN de Gengis Khan. Mais il faut être précis sur ce que l'étude dit réellement et ce qu'elle ne dit pas. Elle n'identifie pas l'ADN de Gengis Khan. Aucun échantillon génétique de Gengis Khan n'existe, puisque sa tombe n'a pas été trouvée. Elle identifie un haplotype cohérent avec une descendance de sa lignée ou d'une lignée étroitement apparentée. D'autres chercheurs ont souligné que d'autres membres de la famille impériale mongole, qui eurent également de nombreux descendants, pourraient être à l'origine de cette diffusion. L'hypothèse reste scientifiquement plausible, mais non prouvée. Ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que les États fondés par les descendants de Gengis Khan remodelèrent durablement la carte politique, culturelle et religieuse de l'Eurasie. La dynastie Yuan, fondée par Kubilai Khan en Chine, gouverna jusqu'en 1368 et laissa des traces dans l'administration et la culture chinoise. La Horde d'Or, établie dans les steppes pontiques et la Russie méridionale, exerça une domination sur les principautés russes pendant plus de 2 siècles, une période que les historiens russes ont longtemps appelée le joug mongol et dont l'impact réel sur le développement politique de la Russie reste un sujet de débat historiographique vif. Certains historiens, comme Charles Halprin, ont contesté l'idée d'un joug total et soutenu que les relations entre les princes russes et la Horde d'Or étaient plus complexes et nuancées que le terme ne le suggère. L'Ilkhanat, fondé par Hulagu dans la Perse et l'Irak actuel, se convertit à l'islam en 1295 sous Ghazan Khan. Une conversion qui illustre un phénomène récurrent dans l'histoire des conquêtes mongoles. Les conquérants adoptèrent souvent la religion des peuples qu'ils avaient de soumis, plutôt que l'inverse. Le Chagatai Khanat, en Asie centrale, fut le berceau d'où émergea au XIVe siècle Tamerlan, Timur-Lang en persan, qui se présenta lui-même comme le restaurateur de l'héritage mongol, tout en n'étant pas un descendant direct de Gengis Khan par la lignée masculine. Et les Moghols de l'Inde, dont le nom est simplement une déformation du mot mongol, fondèrent en 1526 une dynastie qui gouverna une grande partie du sous-continent indien jusqu'au XIXe siècle. L'ombre de Gengis Khan s'étend donc par ses descendants et par les États qui se réclamèrent de son héritage, sur une période de 6 siècles et sur des territoires qui vont de la Chine à l'Inde, en passant par la Perse, l'Anatolie et les steppes russes. Il reste une question que l'histoire pose sans pouvoir y répondre définitivement. Qui était Temujin, l'homme derrière Gengis Khan, le conquérant? Les sources sont unanimes sur certains traits. Il avait une mémoire exceptionnelle des personnes. Il se souvenait des noms, des loyautés et des trahisons avec une précision que ses contemporains notèrent. Il ne buvait pas d'alcool en excès dans un monde où l'ivresse était commune parmi les chefs de guerre, du moins selon les sources mongoles, qui ont évidemment intérêt à le présenter favorablement. Il était superstitieux et respectueux des pratiques chamaniques, mais pragmatiquement tolérant envers toutes les religions dans les territoires qu'il contrôlait. Chrétiens nestoriens, bouddhistes, musulmans et taoïstes coexistèrent sous administration mongole, et des exemptions fiscales furent accordées aux clercs de plusieurs confessions. Un fait documenté dans des sources de traditions différentes. Il fut aussi un homme capable d'une violence organisée à une échelle industrielle. Ces deux réalités coexistent dans les sources et l'historiographie moderne a largement abandonné les tentatives de les réconcilier en une image cohérente et moralement confortable. Gengis Khan n'était ni le monstre unidimensionnel de certaines traditions historiographiques européennes et islamiques, ni le héros civilisateur que certains nationalismes contemporains voudraient voir en lui. Il était un homme du XIIe et XIIIe siècle, formé par la violence de la steppe, qui développa des capacités politiques et militaires extraordinaires et les appliqua avec une cohérence implacable à la construction d'un pouvoir sans précédent. En août 1227, quelque part dans le nord de la Chine actuelle ou dans le sud de la Mongolie, un homme âgé mourut.
Son corps fut transporté vers la steppe dans un convoi dont on effaça les traces. La terre se referma sur lui, et l'empire qu'il avait construit continua pendant encore un demi-siècle à remodeler le monde. 800 ans plus tard, nous savons avec précision comment il conquit la moitié de l'Eurasie. Nous débattons encore des causes exactes de ses décisions les plus importantes. Nous ignorons où il repose, et nous mesurons encore dans les structures politiques, les routes commerciales, les profils génétiques et les mémoires collectives de dizaines de peuples, l'empreinte d'un homme né sans titre dans une yourte de la steppe mongole, qui décida un jour que le monde entier n'était pas suffisamment grand pour contenir son ambition. La steppe, elle, ne dit rien. Elle attend.